Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce 4e webinaire avec santé. Alors, vous le savez certainement, les rencontres nationales n'ont pas pu avoir lieu cette année. Elles auront lieu au mois de mai et juin, le 31 mai et 1er juin à Bordeaux, 2021 bien sûr. Mais comme nous sommes impatients de vous retrouver, on a organisé un petit webinaire sur la CISA et le salariat. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure et je suis donc moi, Sylvain de Rancy, coordinateur à la Fédération des Hauts-de-France, et je suis accompagné de Pascal Gendry, président d'Avec Santé, et de maître Marine Jacquet et de maître Anne Mottet du cabinet Oudard et Associés. Et nous allons donc évoquer le salariat dans la CISA. Petit détail technique, vous avez dans le panneau latéral un onglet questions où vous pourrez poser toutes vos questions. Et vous pouvez aussi télécharger la présentation PowerPoint qui sera déroulée le long de ce webinaire en passant le pointeur de votre souris sur le haut de l'écran à droite. Un bouton en transparence vous permettra de télécharger la présentation. Alors, nous aurons plusieurs temps dans ce webinaire. On évoquera d'abord le salariat, bien sûr. Ensuite, la précaution et toutes les précautions à prendre pour faire du salariat dans la CISA. Et ensuite, nous évoquerons les perspectives et il y aura aussi un temps consacré à vos questions. Questions que j'essaierai de synthétiser de la meilleure façon possible. Je vais donc passer maintenant la main à Maître Jacquet qui va commencer la présentation sur le salariat dans la CISA. Bonjour à tous. Donc avant d'entamer un petit peu le sujet et rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc Marine Jacquet, je suis avocate au cabinet Oudard et Associés avec Maître Mottet, ma consoeur. Et on a un cabinet qui intervient de manière quasi exclusive dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Donc on est amené notamment à accompagner les professionnels de santé libéraux régulièrement, notamment pour la création de maisons de santé. Donc dans le cadre de ce webinaire, on a vu avec santé également qu'il y avait de nombreuses questions qui remontaient autour des maisons de santé sur le salariat. Et on a essayé un petit peu de synthétiser ces questions et de répondre point par point pour vous éclairer au mieux sur ces sujets-là. Donc le plan, comme il a été évoqué, on a un premier point qui est la CISA peut-elle recruter, dans quelles limites, que je vais évoquer plus avant. Et puis ensuite, Maître Mottet évoquera les précautions à prendre. Et enfin, on laissera la parole notamment au Dr Gendry sur les perspectives et évolutions possibles au niveau des CISA sur ces questions-là. Les questions qui remontent très fréquemment au niveau des CISA sur le recrutement, c'est qui peut-elle recruter? Est-ce qu'elle peut recruter un assistant, donc un coordinateur, un assistant médical, un infirmier en pratique avancée, un médecin ou globalement tout professionnel de santé? Ces questions remontent régulièrement et pour pouvoir y répondre, il faut se pencher un petit peu de plus près sur son objet social. Parce que la CISA, comme toute structure ou tout organisme, est encadrée par ce qu'on appelle le principe de spécialité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit son objet social. Au niveau de la CISA, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires qui porte les maisons de santé, l'objet social est défini par les dispositions du Code de la santé publique et que je vous ai reprises, et que globalement tous les statuts des CISA reprennent. Donc il y a plusieurs objets. Il y a déjà une mise en commun de moyens, comme dans les sociétés civiles de moyens, dont l'objectif c'est de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de ses membres. Il y a également un autre objet qui est l'exercice en commun par ses associés d'activité, mais c'est circonscrit à 3 activités, la coordination thérapeutique, l'éducation thérapeutique ou la coopération entre les professionnels de santé. C'est ce qui est en lien en fait avec la mise en œuvre de votre projet de santé et derrière avec le versement des ACI. Et puis il y a également depuis 2018 l'ouverture à l'exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux. Donc on voit bien que la CISA, dans son objet social, on a une mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de ses membres, comme dans les sociétés civiles de moyens, mais avec en plus un volet qui est un exercice partiel qui est mis en commun pour l'éducation thérapeutique, la coordination et la coopération.
Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir savoir, dans le cadre des recrutements, est-ce qu'on rentre ou pas dans l'objet social de la société. Par exemple, pour l'assistant, le secrétaire ou le coordinateur. Souvent, la question n'est pas très délicate sur ce volet-là. On voit que la plupart d'ailleurs des CISA ont aujourd'hui recruté soit un secrétaire, soit un coordinateur, parce que ce secrétaire ou ce coordinateur va venir en appui à l'exercice de ses membres. Il va être là pour faciliter l'exercice des professionnels de santé. L'assistant ou le coordinateur ne sont pas là pour pratiquer l'exercice de la médecine, ou l'exercice infirmier, ou l'exercice d'un masseur-kinésithérapeute, mais pour venir en appui de leur activité et faciliter leur activité. Donc on voit bien qu'on est sur un objet qui est le premier levier qu'on avait vu dans les différentes facettes que permet la CISA, c'est sur la partie mutualisation de moyens. Donc on est bien dans l'objet social, donc effectivement une CISA peut recruter un coordinateur ou un temps de secrétaire assistant. La question du recrutement d'un médecin par une CISA est une question qui revient très très régulièrement, notamment dans des projets où il y a effectivement des difficultés pour recruter des médecins, et il y a des médecins retraités qui sont intéressés par un exercice salariat et qui ne sont pas du tout intéressés par l'exercice libéral, notamment pour des questions fiscales. Donc c'est une question qui revient de manière assez récurrente, est-ce qu'une CISA peut recruter un médecin? En l'état des textes, à notre sens, ce n'est pas possible de recruter un médecin. Parce que quand on revient sur l'objet sociétaire de la CISA, elle est là pour mutualiser des moyens, mais elle n'est pas là pour exercer la profession de ses membres. Elle facilite leur exercice, mais elle n'exerce pas leur profession. Donc la CISA n'a pas vocation à exercer la médecine. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas recruter un médecin, puisqu'on outrepasserait l'objet social de la CISA. Et le non-si, c'est sous réserve, on pourrait recruter un médecin, mais dans ce cadre-là, il faudrait rester sur les activités prévues par les textes qui sont circonscrites à la coordination thérapeutique, l'éducation ou la coopération. Si on rentre dans le champ de ces trois objets-là, on peut recruter le médecin. Donc, par exemple, on peut envisager de recruter un médecin sur un temps partiel, en tant que salarié par la CISA, pour participer à la mise en œuvre de certaines actions au titre de votre projet de santé sur, mettons, l'éducation thérapeutique. Donc, en principe, non, sauf si on rentre sur le champ des activités prévues par les statuts de la CISA. Et globalement, on peut s'interroger sur tout professionnel de santé, voire des non-professionnels de santé, comme typiquement le cas des psychologues, par exemple, qui ne sont pas considérés au sens du Code de la santé publique comme des professionnels de santé, mais qui peuvent participer à votre projet de santé, en être signataires et intervenir dans le cadre de vos actions. Le raisonnement, il est exactement le même que pour le médecin. On va regarder au niveau de l'objet social, est-ce qu'on rentre dedans? Donc le principe, c'est donc non, puisqu'effectivement la CISA n'a pas vocation à exercer l'activité de ses membres, elle n'a pas vocation à faire de la pratique d'un masseur-kinésithérapeute ou des autres professionnels de santé, le diététicien par exemple. Par contre, elle peut salarier ces professionnels dans le champ de la coordination, l'éducation thérapeutique ou la coopération. Donc, si on prend l'exemple d'un psychologue, on peut très bien imaginer que la CISA, par exemple, le recrute, que le psychologue a sa propre activité, qui ne rentre pas dans le champ de la CISA, ou bien entendu, il perçoit ses honoraires directement des patients, puis il peut intervenir au travers de la CISA dans la mise en œuvre du projet de santé sur certaines actions, et dans ce cadre-là, percevoir une rémunération de la CISA sur un mi-temps thérapeutique. Donc, encore une fois, c'est sous réserve de rentrer dans le champ de ces trois activités-là. La question peut aussi se poser sur l'assistant médical, qui est une profession qui vient d'émerger autour de Ma Santé 2022, avec pour objectif de permettre aux médecins, de leur permettre de libérer du temps médical et vraiment de pouvoir s'appuyer sur cet assistant pour dégager ce temps médical-là. Alors on va, pour répondre aussi à ce sujet de savoir si une CISA peut recruter ou non un assistant médical, de la même manière, on va regarder est-ce qu'on rentre dans le cadre de l'objet sociétaire. Et donc, il faut se pencher sur les missions de l'assistant médical. Si on regarde aujourd'hui les missions d'assistant médical telles qu'elles sont définies, notamment par l'arrêté du 14 août 2009 qui vient porter approbation l'avenant numéro 7 à la Convention nationale, où on est sur des listes de domaines d'intervention qui ne sont pas limitatifs, mais qui donnent en tout cas un petit peu la teneur du champ d'intervention de l'assistant médical. Il y a plusieurs pans. L'assistant médical peut venir en renfort pour les tâches administratives, donc pour aider le médecin à compléter par exemple le dossier patient,
à l'enregistrement des informations. Il peut également venir en support pour le déroulement de la consultation. Donc, par exemple, il peut aider à l'habillage, au déshabillage, à la prise des constantes du patient. Ou il peut venir sur des missions d'organisation et de coordination entre les différents acteurs du parcours de santé dans la prise en charge du patient. Donc, il peut venir aussi en appui sur un volet coordination. Donc, finalement, quand on regarde comme ça de prime abord les missions qui sont imparties à l'assistant médical, on est plus finalement sur un appui à l'exercice médical, c'est-à-dire un moyen qui vient faciliter l'exercice de la pratique médicale, mais pas quelqu'un qui va venir exercer la pratique du professionnel de santé. Donc, en notre sens, en l'état des textes, ça devrait être possible, puisqu'on est bien sur avec comme l'objectif de faciliter l'exercice de ses membres et pas exercer l'activité. Donc, en l'état des textes, à notre sens, ça devrait être aujourd'hui possible que la CISA recrute l'assistant médical. La difficulté qu'il peut y avoir avec l'assistant médical et les différentes remarques qu'on peut avoir, c'est qu'il vient donc en renfort de l'activité des médecins, par principe, et pas de tous les membres. Donc, ça peut poser des questions, notamment en termes de répartition des charges. En principe, c'est le médecin qui va percevoir l'aide au financement de l'assurance maladie pour la prise en charge du volet assistant médical. Et c'est la CISA qui, dans ce cadre-là, se retrouverait employeur, donc qui rémunérerait l'assistant médical. Donc, il faut prévoir et être vigilant, notamment dans le cadre de votre règlement intérieur, pour prévoir à ce que la prise en charge, la rémunération dans ce cadre-là de l'assistant médical repose bien sur le médecin. Donc, prévoir des clés de répartition qui font que c'est bien le médecin qui bénéficierait, par exemple, de l'aide au financement, qui supporterait derrière la rémunération de ce professionnel-là. Et il y aura également, en termes de responsabilité, des questions à se poser, notamment côté employeur, mais c'est un point qu'on abordera ensuite sur les précautions à prendre lorsque la CISA devient employeur. Donc, l'assistant médical, oui, mais il faudra quand même faire attention sur certains leviers, notamment au niveau du règlement intérieur et en termes de responsabilité derrière. Sur l'infirmier en pratique avancée, donc on est aussi sur les nouvelles professions pour les infirmiers en pratique avancée. Les infirmiers en pratique avancée donc, ont débuté leur formation en septembre 2018. Donc maintenant, ça y est, ils vont arriver sur le terrain. Donc pour les maisons de santé, c'est une question qui peut se poser. Et là, aujourd'hui, en l'état des textes, effectivement, la CISA permettrait de recruter un infirmier en pratique avancée. Puisque dans l'objet, tout à l'heure, tel que je l'ai pris, il y a 3 cas. Et depuis 2018, c'est ouvert à la pratique avancée. Donc, je reprends ces 3 points. Vous voyez, la mise en commun de moyens, l'exercice en commun, mais que pour les 3 points invoqués, donc l'éducation, coordination thérapeutique et la coopération. Mais il y a ce 3e point rajouté en 2018, sous réserve que les statuts le prévoient, l'exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux. Donc, on voit bien qu'on rentre dans l'objet sociétaire de la CISA, et sous réserve que vos statuts le prévoient en revanche. Donc, on peut tout à fait imaginer que la CISA recrute un infirmier en pratique avancée, qu'on appelle l'IPA. Donc, c'est possible, mais après, c'est pas forcément, il faudra trancher également en termes d'opportunité, se poser des questions en termes de responsabilité, on évoquera ce point-là sur la 2e partie après. Notamment, enfin, c'est pas forcément le seul schéma qui peut exister parce que l'infirmier en pratique avancée peut soit être salarié de la maison de santé, donc de la CISA, et être rémunéré par elle, mais il peut tout aussi bien, l'infirmier en pratique avancée, intervenir à titre libéral au niveau de la CISA, être associé de la CISA comme les autres associés, et être financé directement par l'assurance maladie, par les forfaits. Donc un infirmier en pratique avancée peut participer à la CISA, soit en tant qu'associé à titre libéral, soit il peut aussi participer à la CISA en tant que salarié. Il y a ces 2 possibilités. Il faudra trancher en termes d'opportunités, par rapport aux besoins, mais également par rapport au type d'infirmier qui se présentera à vous. Peut-être que certains préféreront et ne voudront exercer que sous la forme du salariat, et dans ce cas-là, en tous les cas, vos statuts permettront d'envisager cette possibilité-là. Donc, pour résumer, par rapport au recrutement de la CISA, pour savoir si une CISA peut ou non recruter effectivement tel ou tel professionnel, il faudra toujours regarder si on est bien ou pas dans son objet sociétaire. Est-ce qu'on est sur de la mise en commun de moyens ou est-ce qu'on est dans le cadre des activités qui sont autorisées par ces statuts? Maintenant que ce point-là est abordé,
On vous propose d'aborder plus avant les précautions à prendre lorsque l'on devient employeur. C'est Maître Motet, ma consoeur, qui va aborder ces différentes questions. Oui, donc du coup, dans cette partie, on va aborder finalement les précautions classiques que doit prendre l'employeur, qui ne sont pas des précautions particulières liées à la CISA ni au profil de la personne recrutée. Donc, nous allons rapidement balayer plusieurs points. Tout d'abord, le premier point, les formalités de l'embauche. Le deuxième point, ce qu'il en est de la mise en place éventuelle d'IRP, donc d'institutions représentatives du personnel. Et ma consoeur Marine Jacquet reprendra la parole pour ce qui concerne les questions de responsabilité, où il conviendra de faire un distinguo suivant la qualité de la personne recrutée. Concernant tout d'abord les formalités de l'embauche. Première des formalités, il faudra rédiger et signer un contrat de travail. Nous attirons votre attention sur le fait qu'un contrat écrit et signé est obligatoire, sauf pour les contrats à durée indéterminée à temps complet. Néanmoins, nous conseillons toujours de rédiger un contrat de travail écrit, y compris en cas de CDI à temps complet, pour y faire figurer les clauses et les modalités de fonctionnement du poste, par exemple rythme de travail, lieu de travail, horaire, éventuellement une clause sur la période d'essai, et également tout ce qui concerne le salaire et les avantages qui auront été négociés entre la CISA employeur et le salarié. Attention, petit point de vigilance, si par exemple la CISA souhaite embaucher une psychologue ou un psychologue à temps partiel, si aucun écrit n'est rédigé, le contrat sera automatiquement requalifié en CDI à temps complet. Donc c'est pour ça que d'une manière globale, nous conseillons toujours de faire un contrat écrit, quelle que soit la nature du contrat. Autre point de vigilance, il conviendra de bien vérifier les statuts de la CISA et en principe, le contrat de travail devra être validé par l'Assemblée générale de la CISA. Il faudra aussi se questionner sur la répartition des coûts des salaires entre associés, mais ce point sera de nouveau évoqué par ma consoeur Marine Jacquet sur la partie qui concerne la responsabilité financière. À la signature du contrat, nous invitons également la CISA à bien vérifier les titres justificatifs requis pour l'embauche. Seconde des formalités de la CISA employeur, qui concerne tous les employeurs, c'est de remplir une déclaration préalable à l'embauche, donc une DPAE, auprès de l'URSSAF. Le but de cette déclaration préalable à l'embauche est de centraliser les 6 obligations de l'employeur concernant l'embauche. Premièrement, que l'employeur s'immatricule au registre général de la sécurité sociale, qu'il adhère à un service de médecine du travail, qu'il soit affilié au régime d'assurance chômage, qu'il immatricule le salarié à la CPAM, qu'il notifie une demande d'examen médical pour le salarié et ensuite qu'il puisse lui permettre de pré-remplir la déclaration annuelle des données sociales. Donc cette DPAE devra être faite au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent l'embauche et au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat de travail. C'est une formalité qui se fait en ligne sur le site de Net Entreprise et en cas de première embauche par la CISA, il conviendra d'adresser à l'inspection du travail cette DPAE. Une copie également de cette DPAE sera remise aux salariés lors de cette embauche. Nous attirons votre attention sur le fait qu'à défaut de DPAE, la CISA en tant qu'employeur s'expose à des sanctions qui sont de nature civile, administrative et même pénale puisqu'il s'agira d'un délit de travail dissimulé. Troisième formalité, l'employeur, donc la CISA, devra affilier le salarié auprès d'une caisse de retraite complémentaire. Donc, c'est une formalité qui est réalisée auprès de l'ARCO pour tous les salariés et auprès de l'AGIRC pour les salariés qui ont un statut cadre. Quatrième formalité, il conviendra d'inscrire tout salarié nouvellement embauché au registre unique du personnel, qui est un registre qui a pour objet de permettre de contrôler les mouvements de personnel. Pour ce document, il n'y a pas de forme particulière qui est imposée, ça peut être autant un écrit qu'un support informatique, mais en tout état de cause, il faudra mentionner dans le registre le nom, le prénom des salariés, leur date de naissance, sexe, nationalité, leur emploi et également leur date d'entrée et de sortie
du personnel de la CISA. Cinquième formalité, l'organisation d'une visite d'information et de prévention, donc anciennement visite médicale d'embauche, où l'employeur sera tenu, donc la CISA sera tenue d'organiser cette première visite médicale à destination du collaborateur en se rapprochant du service de médecine au travail auprès duquel elle est rattachée. Cette visite sera donc réalisée soit par le médecin du travail, soit par un professionnel de santé du travail. Et le but de cette visite sera de s'assurer que l'état de santé général du salarié lui permet d'occuper le poste qu'il va occuper au sein de la CISA et également de l'informer sur les risques qui sont liés à ce poste. Cette visite médicale doit être faite dans les 3 mois qui suivent la prise de poste et devra être renouvelée tous les 5 ans. Enfin, 6e formalité de la CISA en tant qu'employeur, tous les employeurs ont l'obligation, dès qu'ils ont un ou plusieurs salariés, de rédiger un document d'évaluation des risques, dont le but sera d'évaluer les risques éventuels, donc de faire un inventaire de ces risques, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de la CISA. Donc, ces mesures peuvent être des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place, par exemple, d'une organisation de moyens adaptés. Donc, là encore, il n'y a pas de document type. Cela peut être autant un support écrit qu'un support numérique, mais la CISA, en tant qu'employeur, devra informer ses salariés par affichage du lieu où le document pourra être consulté. Enfin, autre point de vigilance sur lequel nous souhaitons vous alerter, c'est que lorsque la CISA emploie des salariés, elle devra être très vigilante au nombre de salariés embauchés, puisque si pendant un délai de 12 mois consécutifs, le seuil de 11 salariés est atteint, la CISA aura pour obligation de mettre en place un comité social et économique, donc un CSE, qui constitue une institution représentative du personnel. Pour ce qui concerne enfin les questions de responsabilité, je redonne la parole à ma consoeur Marine Jacquet. Pour ce qui va être des questions de responsabilité, traditionnellement, dans les CISA, on peut dissocier la question de la responsabilité professionnelle de la responsabilité financière. Concernant la responsabilité professionnelle, c'est la responsabilité qui vous expose dans le cadre de votre exercice professionnel. Donc, lorsque vous intervenez en CISA, peu importe, vous répondez de vos propres actes professionnels. Par exemple, si vous êtes un médecin et qu'il y a un dommage sur le patient dans le cadre de votre activité, c'est bien votre propre responsabilité qui est engagée. De la même manière, pour l'ensemble des professionnels de santé, vous répondez de vos propres actes professionnels. Donc ça, c'est la responsabilité qu'on dit professionnelle. Et puis ensuite, à côté, il y a la responsabilité qu'on dit financière. Donc là, c'est par exemple s'il y a une créance, il y a un créancier vis-à-vis de la structure. On peut imaginer le cas des baux. Par exemple, si la CISA est titulaire d'un bail professionnel et que le loyer n'est pas payé, là, dans ce cadre-là, on parle de responsabilité financière. Si la CISA ne paie pas le loyer, les créanciers peuvent venir rechercher la responsabilité de l'ensemble des associés à proportion de leur part dans le capital social. Donc, ils ne sont pas solidaires, ils sont sur une responsabilité conjointe à proportion de leur part. Donc, ce point en termes de responsabilité, on peut l'aborder également côté ressources humaines. Si vous recrutez du personnel, comment ça va se retrancher derrière en termes de responsabilité professionnelle ou financière? Lorsque votre CISA va recruter du personnel, en termes de responsabilité professionnelle, lorsqu'on est sur du temps du secrétariat, du temps de coordinateur ou autre, la question ne devrait pas vraiment se poser puisqu'on n'est pas sur, encore une fois, la pratique de votre acte professionnel. D'ailleurs, on peut souligner qu'au niveau des CISA, en 2011, la loi Fourcade avait envisagé de rendre obligatoire une couverture assurantielle pour les CISA. Finalement, cette obligation a été abandonnée parce qu'il n'y a pas de pratique finalement de l'exercice des actes professionnels par la CISA. En revanche, il y a quand même toujours ces 3 actions d'éducation thérapeutique, prévention, coopération. Donc nous, on préconise sur ces 3 actions-là quand même que la CISA soit couverte et prenne une couverture assurantielle sur ce champ-là. Au-delà, en principe, donc elle ne devrait pas exposer sa responsabilité. Chacun est responsable des propres actes qu'il accomplit dans le cadre de son activité. Mais on peut tout de même se poser la question, via les
profession que sont l'IPA, la nouvelle profession, et l'assistant médical. Où là, on peut peut-être, il y a lieu peut-être de raisonner différemment. Pour l'assistant médical, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à ces missions, on est vraiment plutôt sur un appui à l'activité du professionnel, à l'activité du médecin. Donc, ce n'est pas lui qui va réaliser un acte médical. Donc, à notre sens, juridiquement, si, lorsque l'assistant médical, dans le cadre de son activité, par exemple, génère un dommage sur le patient, comme c'est un patient du médecin et que c'est le médecin qui est responsable de ses propres actes, en principe, à notre sens, juridiquement, ça devrait être le médecin, la responsabilité du médecin qui peut être recherchée en cas de dommage patient qui est généré par un assistant médical. Donc sur ce volet-là, on vous préconise de, bien entendu, pour les médecins qui feront appel à des assistants médicaux, à informer tout simplement votre assurance de l'intervention de l'assistant médical à vos côtés pour que vous soyez couverts en termes assurantiels. Mais à notre sens, ce n'est pas la responsabilité de la CISA qui pourra être recherchée sur ce volet-là. En revanche, pour l'infirmière pratique avancée, la question est différente. Elle peut se poser différemment parce que lorsqu'on regarde l'objet tel que le prévoit la loi, la CISA aujourd'hui peut exercer la pratique avancée. On parle d'exercice de la pratique avancée, donc ça, on peut faire la corrélation avec les 3 activités énoncées tout à l'heure. Donc, à ce travers-là, on pense que si la CISA recrute un IPA, donc on n'est pas sur une intervention d'IPA, d'un IPA ou d'une IPA en associé, en libéral, je parle bien du cas où il serait salarié, on peut imaginer effectivement que dans ce cas-là, la responsabilité professionnelle de la CISA, puisqu'elle se mettra à exercer finalement la pratique avancée, pourrait être exposée. Donc, il y aurait lieu à bien faire attention à être assuré au niveau de la CISA pour l'activité, bien informer l'assurance que vous allez assurer l'intervention d'une infirmière en pratique avancée au niveau de votre structure. Ça, c'est pour la responsabilité professionnelle. Pour la responsabilité financière, concernant la responsabilité financière, c'est par rapport notamment à la question que j'avais évoquée tout à l'heure sur la répartition des charges. Donc, on n'est pas sur la responsabilité dommage de type corporel à un patient, mais plutôt qui va devoir payer la rémunération, qui va devoir supporter les charges salariales. Si demain il y a un licenciement, qui va supporter financièrement les frais liés à tel ou tel professionnel. Lorsque le salarié aura une prestation au profit de l'ensemble de ses membres. Donc là, souvent, on est sur, c'est divisé à parts égales entre chacun des associés. C'est le cas, par exemple, dans certaines maisons de santé, des secrétaires. Mais lorsqu'on est sur un service qui est rendu qu'à quelques-uns de ses membres, comme c'est le cas, par exemple, de l'assistant médical, qui vient vraiment en renfort du médecin, et c'est le médecin qui va percevoir les financements en principe dédiés à cet assistant médical, dans ce cas-là, il faudra... C'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, être vigilant parce qu'au niveau de la répartition des charges qui sera et qui est fixée en principe dans votre règlement intérieur, que ce soit bien les médecins qui ont les financements liés à ce recrutement qui finalement prennent en charge la rémunération et les charges qui sont en lien. Et donc, ils remboursent via ce qu'on appelle la contribution aux charges, la CISA, du versement de la rémunération. Donc voilà un petit peu pour les questions, on va dire, pour balayer un petit peu largement les questions responsabilité qui pourraient se poser lorsque vous recrutez. Après, on peut aller un petit peu plus loin, il y a différentes questions qui peuvent se poser. Si, mettons, vous recrutez un assistant médical et c'est bien la CISA qui le recrute et pas le médecin, mais c'est le médecin qui est en lien direct tous les jours avec cet assistant. Et mettons, ça ne se passe pas très bien avec l'assistant médical et le médecin souhaite s'en séparer. Il faudra garder quand même à l'esprit que c'est la CISA qui sera l'employeur et pas donc le médecin. Donc en termes de décision disciplinaire ou licenciement, ça sera la décision en principe de la CISA. Donc il faudra prévoir un petit peu des garde-fous au niveau du règlement intérieur pour qu'il y ait une adéquation entre la prise de décision et finalement le rendu derrière. Parce que si ça ne se passe pas très bien entre l'assistant et le médecin, ça peut être difficile au médecin d'imposer derrière, par exemple, la séparation avec ce salarié. Donc il faudrait bien réfléchir au niveau de votre règlement intérieur si vous choisissez cette optique-là, c'est-à-dire le salariat, par exemple, d'un assistant médical, à ce que ça reflète bien l'exercice derrière et aussi au niveau des flux financiers. J'en ai fini un petit peu sur les questions qui touchent à la responsabilité. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tous ces sujets-là. Eh bien, si on a des questions sur ce sujet-là, sur la responsabilité professionnelle, financière et fiscale, on avait la question de Maxime
Bertolini. Est-ce qu'une CISA est censée payer la cotisation pour le dialogue social et le paritarisme dans les secteurs des professions libérales? Si la CISA est employeur, j'aurais tendance à dire que oui, mais encore faut-il remplir bien les conditions de la cotisation. Mais si c'est elle qui est le recruteur, qui est l'employeur, et comme c'est une cotisation qui est versée par les employeurs, j'aurais tendance à dire que oui, sur réserve que les conditions soient remplies de la cotisation. Ok, on avait aussi une question à laquelle vous avez déjà répondu sur la répartition des charges liées aux frais du statut d'employeur, comme l'édition des fiches de paie, la gestion RH, etc. En principe, effectivement, si la CISA est employeur, c'est elle qui va procéder à l'édition des bulletins, qui va être signataire du contrat de travail. C'est vraiment elle qui va être l'employeur. Au niveau de la répartition des charges, ça sera vraiment à vous à le définir au niveau du règlement intérieur. Après, je prenais le cas de l'assistant médical qui vient vraiment en renfort exclusivement au profit des médecins. Mais on a vu quand même dans le cadre des objets que l'assistant médical a aussi une mission qui est liée à la coordination. Donc, dans le cadre de la coordination, il peut aussi, ces missions, intéresser les autres professionnels de santé. Donc, il peut aussi être imaginé une prise en charge en partie par les autres professionnels de santé. C'est à vous à le définir dans le cadre de votre règlement intérieur, mais il faudra vraiment, le jour où vous envisagez de recruter via la CISA cette catégorie professionnelle, il faudra prendre un temps de réflexion sur qui prend quoi en charge et comment vous décidez de définir les modalités entre vous. Merci bien. On avait une question aussi par rapport à toutes les professions qui ont été évoquées. À quelle convention collective elles répondent? Anne, je te laisse répondre sur cette question. Alors, en fait, la convention collective applicable dépend de l'objet principal de la CISA. Donc, s'offre à nous, donc, il y a trois options. C'est soit la FEAP, soit la convention de 1951, soit la convention collective des cabinets médicaux, soit la convention collective en termes sur les hospitalisations. Mais en fait, c'est pas en fait, il y aura une seule convention collective applicable dans la CISA pour tous les salariés de la CISA et qui dépendra de l'objet principal de la CISA. Généralement, je crois que c'est quand même souvent les cabinets médicaux qui est la convention qui est appliquée au niveau des CISA. Oui, je confirme, et c'est celle qui a été remaniée en juillet 2019, je crois. Qu'on peut trouver, enfin, ou qu'on va trouver, mais je crois qu'on peut la trouver sur le site d'Avec Santé. Alors, encore une petite question, là pour le coup sur la responsabilité de l'IPA et donc de son exercice quand elle n'est pas embauchée par la CISA. Si elle n'est pas embauchée par la CISA, donc ce n'est pas la CISA qui va exercer la pratique avancée, mais bien l'infirmière elle-même à titre libéral. Donc ça sera sa propre responsabilité qui sera engagée comme dans le cadre de ses autres activités, si elle ne fait pas qu'exclusivement de la pratique avancée, comme dans le cadre de ses autres activités libérales, par exemple. Elle sera responsable de ses actes. Ok, merci. Dans le cas d'une secrétaire médicale, donc qui est embauchée en temps partiel et qui a un autre poste, par exemple d'assistante médicale, est-ce qu'il faut un second contrat, un second taux horaire, une autre fiche de paie, ou est-ce que le contrat de secrétariat médical peut, avec un avenant, se transformer en assistant médical? Là, il faudrait effectivement, on change complètement même de registre professionnel. Il faudra déjà vérifier qu'elle a, si c'est une assistante, comme on voit aujourd'hui, là, les diplômes pour l'exercice d'assistant médical, en général, c'est infirmier, aide-soignant, oxy, puéricultrice, ou sinon ceux qui ont le diplôme là, de qualification professionnelle, donc sous réserve qu'elle ait ce diplôme-là, pour basculer sous la possibilité d'être assistant médical. Dans ce cas-là, je préconiserais effectivement de rédiger un nouveau contrat.
de travail. Ok. C'est-à-dire deux Pour contrats. moi, un avenant en tout cas. C'est 2 contrats de travail ou un avenant? Oui, c'est ça. Bah, là, on change complètement. Elle continuerait à exercer elle exercerait les deux volets ou elle n'exercerait plus qu'un. Elle deviendrait plus qu'assistante médicale dans votre cas. D'après ce qu'on comprend, elle fait les deux. Les deux. Oui, ou sinon via un avenant, mais en tout cas, il faudra matérialiser par un écrit et puis ça va impacter sa rémunération aussi, donc il faudra remettre à place son contrat. Ça peut passer par un avenant, pourquoi pas. Oui. Une médiatrice santé peut-elle être embauchée par la CISA? Quelles sont les missions précisément des médiatrices santé? Est-ce que Alors, parce que comme d'après ça, de moi, prime abord, il faudrait regarder avec l'objet de la société, est-ce qu'on est bien sur, comme ça avec le nom, est-ce qu'on est bien sur de la mutualisation de moyens, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient faciliter l'exercice de ses membres ou elle a vocation à pratiquer un exercice professionnel? Non, c'est pas un exercice professionnel, c'est plutôt une fonction d'accueil, d'appui au parcours des patients dans des situations difficiles, de compréhension du système de soins et puis, par exemple, contribuer à l'ouverture de droits sociaux, contribuer à ce que le patient s'oriente dans le parcours de santé, les difficultés sociales ou linguistiques aussi. Hein. Du coup, en première approche, effectivement, pour moi, ça me paraît totalement juridiquement possible, puisqu'on serait plus sur faciliter l'exercice de ses membres et venir en appui, et là, notamment au titre des actions de coordination de ses membres, potentiellement, plus que sur l'exercice en direct par cette professionnelle. Donc, à mon sens, c'est possible pour une CISA de recruter un médiateur. Ouais. Dans les centres de santé, ces médiateurs sont considérés un peu font partie de l'équipe administrative D'accord. Oui. du centre de santé. Donc, on est bien sur des fonctions, on va dire, support, un appui de moyens. Donc, ouais. Donc, effectivement, ça ne devrait pas poser de difficultés pour que la CISA recrute ce type de professionnel. on a ensuite une partie de questions, donc plusieurs questions qui se regroupent sur la ventilation des subventions données par la CEPAM pour embaucher un assistant médical ou une assistante médicale. Comment est ventilée cette subvention de la CEPAM? Et est-ce que c'est intégré à la CISA? Là, la manière dont on a abordé la question de l'assistant médical, c'était de voir en droit si la CISA aujourd'hui, au regard de son objet sociétaire, peut recruter un assistant médical. À notre sens, en l'état des textes, il peut. Mais aujourd'hui, en tout cas pour le moment, par exemple, il y a une circulaire de l'assurance maladie qui considère qu'ils ne sont pas forcément favorables au recrutement par la CISA de l'assistant médical, à voir ensuite en termes d'évolution, mais en droit, à notre sens, aujourd'hui, c'est en tous les cas possible. Donc, il faudrait voir avec l'assurance maladie si elle accepterait de verser directement le financement au niveau de la CISA. Mais en principe, c'est effectivement les médecins qui ont vocation à percevoir le financement de l'assistant médical. Ok, est-ce que vous auriez une idée du taux horaire d'un assistant médical? Non, comme ça, je ne saurais pas vous dire le taux horaire de l'assistant médical. Je suis désolée. On se renseignera et puis on donnera une réponse à cette question dans une synthèse ou dans une foire aux questions, éventuellement. On ira demander la réponse auprès d'un expert comptable. Après, il faudra bien regarder par rapport au financement que vous avez, oui, que ça coïncide entre la rémunération de l'assistant et les financements que vous avez en parallèle. Sauf que les financements sont pas fixes puisqu'ils sont modulables au fur et à mesure des années, quoi. Et des objectifs, s'ils sont atteints ou pas aussi, ouais.
Alors, j'ai une question assez complexe que je vais lire en intégralité. Une professionnelle qui doit être de santé, c'est pas précisé, mais qui doit être de santé, qui serait salariée par la CISA pour une action limitée aux objets de ses statuts, ne sera donc pas comptabilisée au niveau des ACI car non associée. Mais ce professionnel peut-il être comptabilisé au niveau des vacations? C'est à peu près, vacation, c'est un terme un petit peu générique, hein, ça peut recouper plusieurs vérités, soit des libéraux qui interviennent avec des conventions de prestations libérales, ou ça peut être sous forme de petits mi-temps, de contrat de travail à temps partiel. Donc la vacation, ça pourrait être un contrat, par exemple, avec un psychologue qui intervient. De toute façon, les vacations, forcément, c'est pareil. C'est le même raisonnement qu'un contrat de salarié à temps partiel. Je regarde si je suis bien dans l'objet de la société. Et pour la vacation antilibérale, est-ce que je suis bien sur ces 3 actions qui ouvrent normalement le bénéfice des ACI. Donc, vous définissez vous-même, en fait, au niveau des clés de redevance, comment vous répartissez ensuite ces ACI en fonction des objectifs que vous avez réussi à atteindre, bien sûr, et des missions que vous remplissez. Peut-être que pour traduire la question de Jean, pour l'instant, de toute manière, les salariats d'un professionnel de santé et qui exercerait son activité au nom de la société, ben c'est pas possible en dehors de l'IPA, quoi, en fait. Donc, en fait, son activité va pas être comptabilisée parmi les membres de la CISA et donc pas valorisée pour l'ACI. Sauf que il y a juste pour les médecins collaborateurs salariés qui sont salariés et rattachés à un médecin, leur patientèle à ce médecin collaborateur salarié est inclus à celle du médecin qui le salarie, dans le cas de collaborateurs salariés, mais ils sont très rares en maison de santé. Et là, donc, cette patientèle médecin traitant du médecin collaborateur salarié est comptabilisée dans le cadre de l'ACI. C'est quelque chose dont on a eu la garantie il n'y a pas très longtemps au niveau d'une commission paritaire nationale. Oui, c'est vrai qu'il y a un distinguo entre ce qu'on peut faire et ce qui derrière est valorisé financièrement. Parce que c'est vrai qu'on peut faire certaines choses, mais après, si derrière il n'y a pas la possibilité de pouvoir rémunérer les diligences accomplies, ça va poser une difficulté. On a ensuite des questions sur les objets des CISA et par exemple, est-ce que la CISA doit indiquer dans les objets de ses statuts le financement des soins IPA, le financement des assistants médicaux? Et si oui, comment l'intégrer justement? Alors je vais revenir, j'ai repris tel quel l'objet tel qu'il est prévu par la loi. Néanmoins, c'est en général ce qu'il y a, si vous êtes tous pour ceux qui sont présents et qui sont déjà structurés autour d'une CISA, normalement, c'est ce qui est prévu dans les statuts de votre société. Et quand on regarde ce qui est prévu par le Code de la santé publique, pour la partie pratique avancée, effectivement, il faut absolument que ça soit prévu par vos statuts, sinon vous ne pouvez pas le faire. L'exercice, j'entends, l'exercice de la pratique. Donc là, on parle du salariat, du cas de l'infirmière qui interviendrait en tant que salariée de la CISA. On ne parle pas de celle qui interviendrait à titre libéral. Donc, sous réserve que ces statuts le prévoient, l'exercice de la pratique avancée, donc ça signifie que si demain vous voulez vous ouvrir ou même garder cette possibilité de permettre, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans 1 ou 2 ans, de vous ouvrir à la possibilité de l'exercice de la pratique avancée. Par exemple, à la prochaine entrée-sortie d'associés, profitez des modifications statutaires pour intégrer cette modification au niveau de l'objet de votre CISA, en indiquant plus de ceux qui sont déjà définis que la société interprofessionnelle permettra également l'exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux. Vous mettez une phrase dans vos statuts là-dessus et ça vous permettra, ça sera déjà intégré dans vos statuts demain, d'avoir la possibilité de vous ouvrir à cette pratique-là. Alors que pour les assistants médicaux, il n'y a pas de modification statutaire à apporter puisqu'on est, à notre sens, dans la partie mise en commun des moyens qui est déjà prévue. D'accord. Il faudra bien faire valider ces statuts auprès du Conseil de l'Ordre parce que certains conseils de l'Ordre se limitent aux objets qui sont restreints dans le
dans le CSP, dans le Code de la santé publique, c'est-à-dire Alors. l'ETP et la collaboration interpro? Alors, quand vous faites des modifications statutaires, il faut que ça soit validé en Assemblée générale. Et effectivement, vous avez l'obligation de transmettre vos statuts, mais aussi tout avenant aux ordres dont vous dépendez et à l'Agence régionale de santé. Mais concernant les ordres qu'ils regardent bien que ça soit en corrélation de votre objet avec le Code de la santé publique, c'est tout à fait normal puisque votre CISA ne peut pas faire plus que ce que lui permet de faire la loi. Mais par contre, pour la pratique avancée, c'est prévu par le Code de la santé publique. Là, ce que je vous ai écrit dans le slide, c'est bien ce que prévoit le Code de la santé publique qui a été mis à jour en 2018. Donc, si antérieurement, par exemple, vous avez des statuts qui ont été... l'ordre vous a émis des réserves parce qu'il vous a invité à modifier, vous aviez mis, mettons, la pratique avancée, ce n'était pas prévu. Sachez qu'aujourd'hui, c'est prévu. Donc, l'ordre ne pourrait pas vous retoquer pour ces raisons. Il n'y a pas lieu de retoquer votre structure puisque vous seriez parfaitement en corrélation avec les dispositions du Code de la santé publique. Ok, merci. Alors, que se passe-t-il si la CISA embauche un médecin avec pour motif soutien à la téléconsultation pendant la période Covid pour un contrat de 2 mois? Que se passe-t-il s'il recrute en téléconsultation? Alors, c'est soutien à un médecin embauché avec pour motif soutien à la téléconsultation pendant la période Covid. Un contrat de 2 mois. Mais là, le risque, c'est qu'on dépasse l'objet social de la CISA, c'est-à-dire que c'est la CISA qui a recruté pour 2 mois ce médecin-là, sauf à ce que son activité vienne en support encore une fois, des 3 activités qu'on a dit. Sinon, effectivement, là, potentiellement, ils ont dépassé l'objet de la structure. Bon, c'est 2 mois, donc c'est fini, j'imagine. Mais ouais, là, on serait... Comme ça, de prime abord, avec le télétravail, je pense que, à moins que vous soyez dans un dispositif dérogatoire, dans le cadre d'une coopération expérimentale ou autre, ça paraît sortir un petit peu des clous, là. Et un moniteur d'activité physique peut-il être embauché par la CISA pour des actions protocolisées? Oui, puisqu'on rentrerait dans le cadre des protocoles de coopération. Je reviens toujours à cet objet, et d'ailleurs, c'est celui qui doit toujours vous guider lorsque vous avez, pas qu'en termes de ressources humaines, mais de manière générale pour tout contrat ou autre que vous signez avec la structure. Est-ce que je suis ou pas dans l'objet? Et je rappelle éducation thérapeutique, coopération et coopération. Et là, on est dans les protocoles expérimentaux sur des protocoles de coopération, comme ça peut être le cas sur d'autres protocoles expérimentaux comme Azalea ou autre. On rentre bien dans le champ de la CISA. Alors, une question comptable. En cas de sortie d'un associé en cours d'année, comment doit être déterminé le résultat de la CISA à la date de sortie de l'associé? Alors, je me rends compte que c'est une question qui ne concerne pas le salariat. Et donc, je n'aurais peut-être pas dû la poser, mais si vous avez quand même une réponse. Ça va dépendre de votre... Alors, du coup, il sort en cours d'année. En principe, il va être tenu des charges sur la partie qui est restante. Donc là, je ne saurais pas trop. J'ai peur de vous donner des mauvaises réponses qui seraient inexactes. J'aimerais voir avec le comptable. Vous dites c'est quelqu'un qui sort, un associé qui sort en cours d'année, c'est ça? Voilà, comment doit être déterminé le résultat de la CISA à la date de sortie de l'associé. Donc, je ne sais pas si on parle de charges, par exemple, ou de bénéfices, c'est-à-dire est-ce que au niveau de la valorisation de ce qui lui serait dû au titre de l'ACI, s'il y a droit, en tout cas, comme ça, de prime abord, j'irai en fonction du temps durant lequel il a participé aux charges et durant lequel il a bénéficié des ACI, à voir avec le comptable, là, cette question-là. J'imagine que la CISA a un expert comptable à voir avec l'expert comptable. Ok, merci. Je reviens sur une précision par rapport à une question précédente. Est-ce que donc les conseils de l'ordre peuvent faire annuler
ou s'opposer à la publication des statuts d'une CISA? Alors, sur les statuts des CISA, moi, ce que je préconise, en tout cas globalement, il n'y a pas d'obligation de transmettre les projets de statut des CISA aux ordres. Il y a l'obligation de transmettre les statuts une fois finis et signés. Moi, je préconise, quand vous faites des projets de statut, toujours de communiquer en amont vos projets de statut. Comme ça, s'il y a des remarques qui sont faites par l'ordre, ça vous permet de les intégrer. Si vous le jugez opportun, ça vous permet de les intégrer. Et derrière, de signer les statuts. Alors que si, mettons, c'était une remarque où vous vous dites c'est évident, j'aurais dû intégrer ce point-là, et que vous avez signé, et que vous vous retrouvez à refaire une séance de signature avec donc 10 à 20 professionnels à parapher tous les documents et tout re-signer, c'est un petit peu complexe. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à envoyer toujours les projets de statuts à l'ordre, et ensuite les statuts signés, ce qui vous évite des séances de signature inutiles. Alors mettons que vous n'avez pas pu envoyer ces projets de statuts et que vous avez envoyé vos statuts signés, et que l'ordre, peu importe lequel, vous émet des observations sur vos statuts. En principe, les ordres peuvent émettre des avis, ils ne peuvent pas vous opposer à la publication. Donc, vous pouvez, par exemple, faire la publication au journal officiel, l'enregistrement. Après, normalement, l'ordre a vocation à voir si les clauses correspondent à vos obligations, notamment déontologiques. Donc, si on voit une situation où, par exemple, il y aurait une clause qui serait pas du tout conforme à vos règles déontologiques, je ne sais pas, par exemple, mettons sur le secret professionnel ou autre, il y aurait des clauses qui ne seraient pas du tout en adéquation avec vos grands principes, vous vous exposeriez à une sanction disciplinaire parce que vous n'avez pas respecté l'avis de l'ordre. Mais ça ne peut pas être un motif pour s'opposer à la publication. Donc, si c'est une remarque qui n'a pas vraiment de vrais risques, par exemple, des fois, il y a des remarques sur des points de numérotation, quelques remarques comme ça. Dans ce cas-là, il peut être opportun, vous avez l'avis de l'ordre, vous le gardez, et à la prochaine modification statutaire, parce que souvent les statuts des CISA, hélas, avec les entrées et sorties, c'est pas très, très souple, ça nécessite des modifications statutaires, et à la prochaine modification statutaire, vous intégrez les remarques de l'ordre à ce moment-là. Ça peut être une solution pour éviter de refaire tout de suite derrière la séance de signature. Donc, en gros, on ne peut pas s'opposer à la publication. Par contre, le risque, c'est sanction disciplinaire. Mais encore faudrait qu'on puisse démontrer que vous ayez pas respecté les règles déontologiques applicables à votre profession, finalement, au travers des statuts. Merci. Alors, une question qui va vous demander de sortir une boule de cristal. Est-ce qu'il est prévu une évolution juridique des statuts de la CISA dans les mois à venir permettant d'entrevoir une possibilité de salarier à un médecin? Je vais peut-être prendre la main là-dessus, mais je voudrais quand même pas oublier la question de Carole sur, peut-être pour Maître Mottet, avant de parler des perspectives rapidement, sur la protection, entre guillemets, des coordinateurs et sur des fiches de poste disproportionnées, peut-être. Quelle protection, entre guillemets, pour le coordinateur? Vous pouvez expliciter, oui, docteur? oui. C'est-à-dire que, alors, la question, c'est la fiche de poste d'une coordinatrice. Alors, souvent, coordinatrice est souvent disproportionnée par rapport au temps qui lui est rémunéré. Quelle protection par rapport à cela? C'est d'autant plus difficile que souvent, les coordinateurs travaillent dans plusieurs maisons de santé à la fois. Quelle protection pour le coordinateur? C'est-à-dire on est dans un cadre où cette personne a fait des horaires qui sont au-delà de ce que prévoit son contrat de travail. Si c'est le cas, elle devra se faire rémunérer pour ses heures supplémentaires. Ou sinon, bien sûr, il faut que sa fiche de poste soit respectée et surtout ses horaires qui sont contractualisés et son temps de travail qui est contractualisé. Ok, merci. Qu'elle puisse conserver la preuve qu'elle a fait des heures supplémentaires, du coup. Si elle veut demander leur valorisation. Ok. Sylvain, je parle des perspectives alors? Mais je t'en prie. Mais merci. Alors, non, je vais faire très rapidement parce qu'on arrive au bout de notre webinaire et donc il nous reste plus que quelques minutes, mais ça va être des perspectives un peu qui vont servir aussi un peu de conclusion, quoi, en fait. Et puis ça veut dire que une fois que ces perspectives seront devenues réalité, on sera obligé de refaire un webinaire avec nos experts juridiques pour clarifier les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a effectivement une attente
de faire évoluer les textes pour permettre le salariat de professionnels de santé exerçant leur profession de santé au sein de la CISA. C'est quelque chose qui est en cours de travail et de réflexion. Pourquoi ça? Parce qu'actuellement, seul le centre de santé, les centres de santé peuvent salarier, par exemple, un médecin pour pratiquer son exercice médical. Et quelque part, il y a beaucoup de maisons de santé qui, soit parce qu'ils perdent un médecin, soit parce qu'il y a un kinésithérapeute qui manque dans l'équipe, soit pour renforcer la présence d'un orthophoniste, par la présence d'un orthophoniste, l'offre de soins. Il y a des équipes qui se posent la question de salarier tel ou tel professionnel. Et c'est vrai aussi que ça peut correspondre à un moment donné au souhait de certains professionnels d'être salariés pour intégrer une équipe. Peut-être qu'au fur et à mesure de leur évolution professionnelle, ils voudront devenir libéraux, mais il y a quelques jeunes professionnels ou des plus vieux qui souhaitent passer au salariat. On voit aussi des nouveaux modalités de financement des équipes avec des forfaitisations, avec une tendance à avoir moins de paiements à l'acte et plus de paiements forfaitaires. Et ça aussi, ça a un impact sur l'exercice de nos professions, médecins ou professions paramédicales. Et puis, mais cette réflexion d'intégration d'une personne salariée, elle doit quand même se faire dans le cadre d'une réflexion d'équipe. Nos deux experts juridiques l'ont bien dit, si possible, d'une validation de l'équipe en AG. Naturellement, quand c'est pour recruter un assistant médical, peut-être que cette position peut être du seul fait des médecins exerçant dans l'équipe, et c'est très contestable si c'est validé et en tout cas présenté à l'équipe, ça sera sans doute plus, cette profession sera plus intégrée à l'équipe et au travail de l'équipe. Donc, salarier un professionnel de santé pour exercer sa profession, ça doit être vraiment une réflexion d'équipe pour enrichir l'équipe, compléter l'équipe, stabiliser l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est important. De ce constat, il y a eu un groupe de travail qui s'est constitué au sein du ministère, mais il y a à peu près un an et demi. Et on est en train de finaliser des ordonnances qui sont soumises, qui sont en finalité de rédaction et qui seront soumises au Conseil d'État. Normalement, on nous avait prévu d'être publié à l'été, mais la Covid est passée par là et les travaux ont pris énormément de retard. Là, les ordonnances ne sont pas tout à fait finalisées. Elles doivent permettre le recrutement de professionnels de santé pour exercer leur activité dans la CISA. Ça veut dire aussi que quelque part, c'est la CISA qui sera rémunérée pour ses activités, mais c'est complètement un changement profond de nos CISA, en tout cas pour les équipes qui souhaitent le faire. Ça ne veut pas dire que toutes les équipes vont salarier des professionnels de santé pour exercer leur profession en tant que salariés au sein de l'équipe. Hein. C'est les équipes volontaires et les équipes dont le projet de santé amène à cet exercice. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça implique une validation par l'équipe, une acceptation par l'équipe et aussi une prise de risque et de responsabilité par l'équipe. Donc, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Naturellement, ces ordonnances visent à la simplification et à la facilitation de ce salariat. Donc, on les attend avec impatience, probablement pour la fin de l'année, mais comme vu le bazar ambiant, j'espère que ce sera pour la fin de l'année, mais c'est pas certain. Donc, voilà un peu les perspectives de ces ordonnances qui doivent permettre le salariat de professionnels de santé au sein des CISA. Merci pour ces précisions. Ben, on les représentera quand ils arriveront. Hein.
Sylvain, on peut peut-être remercier nos... Alors, je remercie tout le monde. J'ai eu un petit problème de connexion. Je remercie les expertes Maître Jacquet et Maître Mottet. Ah, Avec plaisir. Pour leur intervention et leur expertise, et aussi de s'être prêté au jeu des questions en direct. C'est toujours un exercice périlleux. Je remercie Pascal Gendry aussi pour les nouvelles fraîches qu'il nous apporte tout le temps et qui montrent l'évolution des maisons de santé. Je vous remercie aussi, je remercie tous les participants et l'animation du chat, les équipes techniques, toutes les personnes qui ont posé des questions aussi. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt dans un prochain webinaire et certainement aux rencontres en 2021. merci à toi, Sylvain. Merci à Alice pour avoir organisé aussi ce webinaire. À bientôt. Merci à tout le monde, à bientôt. Au revoir. Au revoir.